Homo Micro. Où que vous soyez, bonjour, bonsoir, merci d'être fidèle à l'émission qui se prend Homo Micro. Depuis lundi dernier, Homo Micro est diffusé sur YouTube grâce à notre ami Daniel qui nous filme et qui ne peut pas tout de suite prendre la parole. Celle qui réalise l'émission et qui pour l'instant ne souhaite pas être vue, regardez, elle est trop belle, mais nous on ne la connaît pas tellement puisque c'est une femme voilée. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Elle a l'habitude de prendre le micro juste après, mais là, je lui donne la parole maintenant parce que j'ai envie. Comment ça va ? Écoute, ça va bien. Je dis que tu es une femme voilée, mais tu peux me dire que c'est faux. Je suis une femme voilée. Je suis derrière ma vitre, oui, mais sinon, non, je n'avais pas d'autre voile que ça. Ouais, on connaît bien ton visage. Tu sais que récemment, sur Internet, il y a eu un message d'un Canadien qui demandait à te voir réellement et il y a des gens qui veulent voir ton visage. Une demande en mariage. C'est vrai, Oui. vraiment ? Ouais, vraiment, sincèrement. Tu n'as pas vu le message ? Non. Ben, on te le transférera. Qu'est-ce que tu nous proposes côté musique ce soir ? Écoute, ce soir, je vous propose d'écouter deux jeunes filles francophones, Oui. mais pas toutes les deux françaises. Vous en saurez plus en écoutant toute l'émission, voilà. Tu viens d'entendre Eric Garnier qui fait sa dernière ce soir Oui, c'est la rentrée et c'est déjà ma dernière. Dans une semaine, il rejoindra Radio Courtoisie. Non. Radio Cocotier plutôt, oui. Oui, il part en vacances. Alors, le thème de ta dernière, avant de nous rejoindre dans 2 mois et demi, Eric. Eh bien alors là, je vais être d'un lyrisme débridé ce soir pour vous parler du dernier livre de Nicole Canet qui s'appelle Les Amours secrètes. Les Amours secrètes, c'est un énorme essayer livre. de vous dire à quel point c'est un chef-d'œuvre sans pareil. À tes côtés, tout près de toi, ton ami Fabien, prends garde à toi, qui a sa chronique ce soir, contrairement à la semaine dernière, parce qu'il devait consacrer son temps à nos invités. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous, oui, et puis une chronique qu'on avait prévu de faire depuis un moment déjà, et qui est un petit peu délicate, c'est sur le rapport entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on peut croire son médecin ? Est-ce qu'on peut croire les autorités ? Ou est-ce qu'ils sont, on entend souvent cette expression, achetés par les labos ? Très bon thème. Vraiment, et moi, ça me rappelle tout de suite le film 120 battements par minute, où le sujet a été plus ou moins abordé. Oui, c'était les rapports de l'industrie pharmaceutique, plus peut-être avec le milieu associatif, mais c'est aussi un sujet qu'on pourrait aborder ici. Merci d'aborder ce sujet tout à l'heure en fin d'émission. C'est le retour ce soir d'un grand qui se fait rare, mais il aime bien, parce que quand il revient, il se prend pour une star. Moi, je me prends toujours pour une star. Ouais. Et justement, le thème de ta chronique ce soir, bonsoir Cyril. Bonsoir. Qui parle de pop, de la minute pop. Voilà, on verra si c'est régulier ou pas. Mais en tout cas, là, j'avais envie de parler de 2 stars, en particulier de Lady Gaga et de Whitney Houston. Ah là là, ça va être passionnant tout à l'heure. Quelqu'un qui adore le sexe, mais vraiment qui adore le sexe. Il aurait pu bosser sur Pink TV, ça viendra peut-être un jour, mais bon... Il a de quoi faire et de quoi vivre. Alors ce soir, il va nous parler d'un sujet qui va certainement faire fantasmer notre amie Isabelle. C'est quoi ? Ce soir, on va parler gorge profonde. Oui. Aucun rapport avec Isabelle, évidemment. Par contre, un grand rapport avec Brahim, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Effectivement. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Et tout de suite, on démarre cette émission pour parler littérature, livre. Alors quand je vois le livre que tu nous as proposé en début d'émission, moi je me dis, mais tu trouves le temps pour lire tout ça, mais quand ? Alors, je ne l'ai pas encore lu en entier, je l'ai plus que feuilleté, parce que c'est le genre de livre qu'on a envie de lire longtemps, d'en prendre quelques pages, d'arrêter, de le reprendre. C'est un livre au long cours, comme d'ailleurs en écrit assez régulièrement Nicole Canet. Les amours secrets. Voilà. Alors ici, elle parle des amours secrètes de Proust, de Genet, de Perfit, de Pierre Loti et, très intéressant, de quelqu'un qu'on connaît mal ou peu, un homme qui s'appelle Renaud Icard. Et ces amours masculines, hélas, il manque une femme, couvrent de 1870 à
1986, c'est-à-dire la naissance de Proust et la mort de Jean Genet. Il manque Alors, une femme. Il manque une femme, oui, au moins. Oui, au moins, j'allais Au dire. En moins. fait, il y aurait une Il femme n'y en au a lieu de 5 aucune. hommes, tu serais content, toi, déjà. Ah, déjà, il y en aurait une, ce serait bien, mais Nicole Canet adore les hommes, et alors elle a une passion pour les homosexuels. Alors, le point commun de ces 5 hommes, c'est la littérature. Renaud Icard est un petit peu à part. Renaud Icard, donc, qui parle de sa terrible passion pour les ados. Hein, c'est une citation de Icard. C'est un essayiste, un sculpteur, un photographe, un collectionneur, etc., etc. Et fait qui peut nous intéresser, il a été le premier à aborder l'homoparentalité en 1937 dans une pièce qui s'appelle Hors-jeu, et tenez-vous bien, qui a été jouée à Avignon en 2005. Voilà, ça c'était la notice biographique du moins connu des 5. Alors, le point commun, c'est qu'ils sont des hommes de lettres, Roger Perfit, Marcel Proust, Jean Genet, Pierre Loti, et Nicole Canet aborde un certain nombre d'aspects communs à tous ces hommes, leurs premières amours et comment ils ont vécu leur homosexualité, les hommes de leur vie, leurs amitiés aussi, leur vie sexuelle, et les lieux où voilà, leurs fantasmes se sont réalisés. Par exemple, pour Proust, eh bien, c'est l'hôtel Marigny, rue de l'Arcade, dans le 8e arrondissement, qui était un bordel de garçons, où d'ailleurs il a eu parfois des notes de police à son nom. C'est aussi un hammam. Alors, je voudrais que quelqu'un aille enquêter. Existe-t-il toujours un hammam en rue Godot de Morois, dans le 9e? Pour Loti, Loti, c'est l'Orient surtout, avec Istanbul. Vous savez qu'il a fini sa vie à Rochefort, où il a une maison qu'on peut visiter. Et on pourrait dire que Loti, c'est un peu les gitons de Rochefort. Voilà. Peut-être qu'on préfère les demoiselles du même nom, mais Loti, en tout cas, est un homme assez passionnant. Bon, Roger Perfit, on le connaît tous, c'est plutôt l'Italie, Naples. Le livre comporte donc tous ces thèmes, mais qui sont illustrés par une foule de documents. On se demande comment elle peut faire pour trouver tout ça, mettre tout ça à jour. Des lettres, des photos, des dessins, des textes d'elle-même de qualité, des reproductions de gravures, des inédits, des inconnus, des choses exceptionnelles. Elle cite aussi des extraits des œuvres de ces 5 auteurs. Alors, Nicole Canet, vous vous souvenez, certains auditeurs vont se dire, mais Eric, il devient Gaga. C'est pas Lady Gaga, mais c'est Mister Gaga, parce que ça fait le 3e livre de Nicole Canet, qui en a publié beaucoup, dont je parle, que je présente après Hôtel Garni et Plaisir et débauche au masculin 1780-1940. Donc, pour ces 2 livres précédents, j'avais déjà utilisé des dithyrambes, en veux-tu, en voilà. Et là, je ne peux pas faire autrement que de répéter à quel point c'est un travail inimaginable qu'elle a accompli là. C'est indescriptible d'arriver à produire une telle œuvre qui est d'une qualité exceptionnelle à tout point de vue. Il y a un soin inouï apporté à tous les aspects de ce qu'on peut appeler un beau livre et un livre d'art. D'ailleurs, les fêtes de Noël sont loin, mais elles approchent. Oui. Ce livre est d'une telle qualité qu'il n'est quand même pas pour toutes les bourses, si je puis dire. Donc, commencez déjà à un petit peu économiser. Et si vous voulez faire un très beau cadeau de fin d'année à des amis, offrez ce livre-là ou les 2 autres dont j'ai parlé. Donc, un soin inouï apporté à tous les aspects de ce livre. La pagination, la qualité du papier, l'iconographie, les textes. Nicole Canet, pour conclure, on peut dire qu'elle est comme une sorte de bienfaitrice de l'humanité. C'est une adoratrice de la beauté masculine, peut-être encore plus que nous, c'est peu dire. Et c'est une femme qui est unique en son genre en France et peut-être en Europe. Elle a une galerie, 1 rue Chabanais,
dans le 2e arrondissement de Paris. Elle a publié bien sûr d'autres livres. Et il y a une exposition bientôt qui commence sur un dessinateur qui s'appelle, je crois, Jean Boulet, et qui a illustré certaines parties de la vie de Jean Genet. Il eût fallu que je préparasse à l'avance voilà, par exemple. On dirait un peu du Cocteau. Oui, un peu. Hein, Parce que voilà, c'est Ouais, Jean Boulet. ouais. Elle fait une exposition de Il ses faudrait que tu dessins. l'invites à venir ici. Elle accepterait Elle pas est déjà venue, Nicole Canet. Elle avait Elle est fait... Il y a quelques années oui, maintenant. elle avait fait une grande interview dans Tétu. Très juste. C'est une femme très discrète, très mystérieuse. Et en tout cas, c'est vraiment une femme qui mériterait la Légion d'honneur si la Légion d'honneur était donnée à des gens qui le méritaient méritent. vraiment. Voilà. Donc Nicole Canet, C'est Amour dit. secrète, aux éditions Nicole Canet. Et la galerie s'appelle Au bonheur du jour. Et c'est un bonheur de chaque jour que de feuilleter, de lire ces livres. Est-ce que tu l'emporteras Alors à Mayotte, non, je n'ai que Non. 25 kilos et j'ai pas mal de commandes déjà d'amis qui voudraient que je rapporte ci et ça. Mais ça, par contre, je le retrouverai à mon retour et je vais le siroter pendant un an jusqu'au prochain. Voilà. Vous êtes convaincu autour de cette table? Est-ce que vous êtes Il en intéressé? parle Non très bien. Oui. Oui, si, complètement. Moi, Fabien. Oui. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, j'avoue que je connais même pas. Tout à l'heure, tu as dit évidemment, tout le monde connaît Roger Pierrefitte. Donc là, j'ai regardé mes chaussures. Perfit, tu vois. Bon, voilà. Bon, Jean Genet, tu connais. Oui, le non, les autres, je connais. Les Il autres, n'y a je que connais. Renaud Icard et c'est très intéressant justement de découvrir quelqu'un. Cyril, toi? Ah bah moi, c'est complètement un cam. Hein, je veux dire, on sait très bien qu'en plus, j'ai un intérêt particulier pour la jeunesse. Donc, ça donne envie d'en savoir plus. Oui. Et toi, Gwenaël? Alors, en ce qui me concerne, j'adore lire en règle générale. Donc, quand Eric présente des livres, je prends presque systématiquement des notes, ou en tout cas, j'écoute le replay. Et après, je vais fureter dans les bibliothèques ou ailleurs pour voir si je peux pas trouver les livres qu'il présente. Donc, oui. Isabelle, je suis sûr que c'est un livre que tu pourras lire. Bah, bien sûr, je peux lire tous les livres. Ouais. Il Dis-moi, faudrait Eric. obtenir qu'il y ait la même chose avec que des femmes. Oui, Ça pourrait être intéressant aussi, en effet. la prochaine fois. Faudrait Mais- demander d'ailleurs, Nicole Canet fait toujours que sur les hommes. Pourquoi elle a eu ce Oui, parti pris je ne de sais faire, pas. Je ne sur sais les pas amants parce que masculines je pense qu'elle aime personnellement les femmes dans sa vie personnelle, même si elle est très mystérieuse. Donc, je ne sais pas. D'accord. Une question qu'on pourrait lui poser lorsque... À la limite, ce serait bien de la recevoir. Hein. Mais écoute, on essaiera d'organiser ça. À ton retour. Voilà, en janvier. Merci Eric. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Avec moi toujours Eric Garnier que nous venons d'entendre, mais aussi Fabien. Ah, c'est pas moi qui chantais, hein. Ah non, pas du tout, mais tu aurais pu, Eric. J'ai pu, oui. On peut te faire chanter aussi si tu veux. Et on peut te faire chanter. Ah, C'est là, pour ça que je ne mets jamais de photos de moi sur, On a les sur moyens. Facebook. On est sur Très bien, YouTube alors. maintenant. Fabien, pour prendre garde à toi tout à l'heure. Gwenaël, l'Empire du Mal. Ça va être intéressant dans quelques secondes. Et notre ami qui est sur les réseaux sociaux, tout ça, donc sur un site de rencontre, Grindr ou l'autre site. Lieu de drague Growler, non moi c'est plus Growler, tu sais. Peut-être Growler, Cyril. c'est pour les ours. Ouais. Et, ceux qui Alors, me regardent, Je sais que tous les chroniqueurs autour de cette table ont la gorge profonde. Alors moi, après avoir vécu un certain nombre d'expériences chez moi, c'est vraiment très difficile pour moi de réaliser une gorge profonde parce que ça me donne souvent envie, et c'est vrai ça, de vomir un peu. Et je n'arrive pas souvent à respirer. Et là, je demande aux spécialistes comment faire une gorge profonde. Il va falloir que tu me dises parce que Que je t'explique, effectivement, mais on est là pour ça, Brahim, ce j'adore, soir. mais je suis souvent en souffrance. Ah, mince alors, on va en parler, c'est pas grave. Donc, pour vous toutes ici et vous toutes, effectivement, qui nous écoutez, une gorge profonde, surtout si votre partenaire est sacrément bien monté, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Ça requiert en fait de l'entraînement. Et alors, beaucoup diront autour de cette étape, mais comment fait-on pour s'entraîner? En fait, la première chose, contre laquelle il va falloir lutter, c'est l'envie de vomir. Tu en as parlé il y a quelques secondes. Ouais. La seconde, c'est l'impression d'étouffer, parce que généralement, on n'arrive pas bien à respirer. Donc d'abord, on va voir comment lutter contre l'envie de vomir. Donc c'est un phénomène qui est normal, c'est Ouais. quand le sexe en fait passe la glotte. On peut y remédier en décontractant la gorge pendant la fellation. Autre astuce, en fait, c'est avaler le sexe comme si c'était un aliment, mais sans les dents. On ne mord pas, parce que sinon, il va y avoir une grosse réaction de l'autre côté. Donc l'idée, c'est de tirer la langue quand le gland en fait, entre dans la bouche. Ouais. Ça va beaucoup vous aider. C'est un petit peu comme si vous tiriez la langue à quelqu'un, sauf qu'en même temps, vous faites la fellation. Pareil, il faut s'entraîner un petit peu. Ça paraît un peu surréaliste en disant comme ça, mais c'est plutôt facile à faire.
Pour vous aider, moi, ce que je vous propose, c'est de pratiquer doucement avec une banane, par exemple, ou un mini concombre. Ah, Oui, 5 fruits et légumes par jour, hein, comme d'habitude. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Donc, c'est drôle. vous pouvez aussi utiliser un gode, bien le nettoyer avec un nettoyant, bien sûr, et pareil, l'utiliser pour faire justement votre gorge profonde. Et progressivement, vous augmentez la taille. Vous commencez avec un mini concombre, vous finissez avec une banane de 20 cm de long. Voilà. Alors, pendant une gorge profonde, on a l'impression souvent d'étouffer. Ouais. Comment respirer pendant une gorge profonde? Moi, bien que je sois sportif, c'est intense, surtout quand le mec il est bien monté en face. Ouais, ça demande effectivement un dialogue entre les deux, hein. Parce que le travail, en fait, il est double. Il est pour vous et il est aussi pour votre partenaire. Parce que votre partenaire doit vous regarder et ne pas garder trop longtemps son sac dans votre bouche. Il doit faire des mouvements lents pour voir un petit peu où vous en êtes, si vous avez bien respiré ou pas. Et vous, de votre côté, vous devez apprendre à travailler votre respiration. Inspirez quand sa verge entre dans votre bouche et expirez quand son sexe en ressort. Ouais. Et entre les deux, vous retenez votre respiration. La natation, là-dessus, ça peut vous aider. Pour les gens qui aiment bien nager, pour les gens qui aiment bien faire de la course à pied, ça marche aussi. Une dernière chose également, se conditionner justement pour décontracter sa gorge et puis pour respirer, ça peut prendre entre quelques jours à 1 mois maximum. Donc, c'est pas infaisable, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Ah oui. À ce point-là, oui. À ce point-là, oui. Ça dépend en fait des gens, ça dépend si vous êtes stressé ou non. En tout cas, bientôt, effectivement, que ce soit l'étouffement d'un côté ou l'envie de vomir, ces deux choses vont disparaître. Donc, bravo, vous aurez réussi à ce moment-là. On va voir comment se positionner maintenant. Ouais, se positionner. Alors justement, je viens de recevoir un SMS de notre ami Daniel qui nous filme. Et souvent, il a vécu ces situations et il a du mal à trouver la bonne position. Alors, la meilleure position, en fait, quand on est passif, ça reste d'être au-dessus de l'actif, allongé tête bêche. Parce que comme ça, vous maîtrisez la situation. Et quand vous commencez, quand vous ne savez pas trop comment faire, c'est quand même beaucoup plus confortable pour vous. Et l'actif, en plus, peut vous exciter en léchant vos zones érogènes. Donc, combo, c'est quand même plus sympa comme ça. Donc, l'actif va être allongé, le passif va être tête bêche, à 4 pattes au-dessus de lui. Il va descendre et il va sucer le sexe à son rythme. Et alors, comment on réalise exactement maintenant une gorge profonde? Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par lécher le gland, puis le frein, puis la langue tendue. Vous faites entrer le gland dans votre bouche en bavant. Oui, vraiment, excusez-moi, il faut baver. Il faut vraiment baver, oui. L'idée, c'est qu'en fait, comme il y a de la salive qui est là, ça va faciliter la glisse, ça va vous permettre de descendre plus facilement, sachant que la salive la plus épaisse et donc la plus glissante se trouve vraiment au fond de la gorge. Un sexe recouvert de salive, ça va vraiment glisser beaucoup mieux qu'un sexe sec. Donc, aspirez et avalez doucement ce sexe. Je vois Cyril qui, à côté, il fait des grands signes de tête. Il est tout à fait d'accord avec moi. Merci Cyril. Aspirer l'air permet de respirer et d'avaler le pénis plus facilement. Descendez doucement jusqu'aux bourses. Écoutez votre partenaire gémir. Et entraînez-vous à faire passer le gland dans votre œsophage. Entrez, sortir, entrez. Vous allez donc entendre votre partenaire gémir à chaque passage et vous allez y prendre du plaisir et surtout commencer à apprendre comment faire. Faites enfin ressortir le sexe doucement en le serrant des lèvres. Ça, c'est important parce que ça permet de maintenir la pression et donc votre partenaire continue d'être tendu et excité. Et expirez en même temps par le nez. Puis, recommencez tout simplement. Et pensez à bien garder votre souffle, comme quand vous faites du sport. Ce sera lent au début, mais vous pourrez accélérer une fois aguerri. Une gorge profonde, c'est pas si facile que ça à réaliser. Mais avec de la pratique, de l'envie et un peu de maîtrise, vous y arriverez facilement. Vraiment. Alors, quand le partenaire ne gémit pas, est-ce qu'on peut penser qu'on s'y prend mal? Il y a aussi des partenaires qui sont très silencieux. En fait, ça dépend en fait, de la personnalité. Soit vous êtes extraverti et vous montrez vraiment vos sentiments, soit vous êtes introverti et là, du coup, introverti, pardon. Oula. Et là, du coup, effectivement, vous vous retenez ou en tout cas, c'est voilà. Il y a Isabelle qui est en train de dire, mais heureusement que les mecs, c'est pas mon trip. Non, Isabelle. Brahim, sur ce sujet, je vais me permettre de garder un silence profond. Bravo. En tout cas, une chose est sûre, quand vous sentirez tout le plaisir que vous procurez à votre partenaire, vous n'en serez pas peu fier. Et il est même possible qu'il en redemande, voire même que ce sera même quasiment certain. Donc c'est une vraie arme de persuasion lorsque vous faites un câlin à votre compagnon. Voilà. Le mot de notre doc, parce que ça doit te passionner tout ça, Fabien. D'abord, moi je suis fasciné par la douceur avec laquelle il fait ses chroniques. Et c'est toujours vraiment bravo. Ton sérieux et la douceur quand tu les fais, ça me fascine à chaque fois. Non, moi j'avais une question, non, parce qu'en fait j'en sais rien. Il n'y a pas des limites anatomiques quand même. Il y a sûrement des garçons qui ne peuvent pas faire des gorges profondes. Enfin, moi ça me paraît... Oui. C'est pas juste une question d'entraînement, c'est quand même compliqué, non? Là, c'est vrai que je parle au global, d'accord. Après, effectivement... Si vraiment votre partenaire a vraiment un sexe qui est très large et que ça ne rentre pas, il n'y a rien à faire. Sans parler forcément d'un sexe très large, la gorge profonde, il faut avoir une gorge... Non, j'ai jamais grande bouche, large, je sais pas. Pas forcément, non. Enfin, ça dépend, une fois de plus, ça dépend de... Tout le monde pourrait. Tout le monde pourrait, effectivement. Il faut quand même être assez décontracté. Si tu es en confiance et décontracté, ça devrait passer. Après, effectivement, si vraiment ton partenaire a un sexe éléphantesque, là, ça passera pas. Mais le reste du temps, non, il n'y a pas de souci, a priori.
maintenant que nous sommes diffusés donc, en télé, sur YouTube, tout ça, il y a Cyril qui vient de m'envoyer un message, le responsable des programmes de Pink TV, qui souhaite qu'il y ait une espèce de direct quelque part, si tu pouvais nous expliquer, mais... Avec des En images. vrai, avec Avec des des images. images. Est-ce que, je sais pas, est-ce que Éric Garnier, tu serais partant pour être montré Non. Évidemment, Eric est Non, toujours mais partant. maintenant qu'on est filmé, il pourrait faire des croquis parce que Oui. tu vois, bon, ça développe l'imagination. Non, il y mais en en a réalité, écrit là, on dessus, a- l'autre, ouais. Non, mais la réalité, pourrait par exemple, aussi, ne passera tu vois, jamais sur pour les- YouTube. C'est vrai. Pour les Oui. Alors, visuels. merci, vraiment, c'était une chronique qui est vraiment très fort intéressante. Rappelle-nous ton site internet où tu vends un certain nombre de produits. Je connais plein de gens qui vont partir en vacances bientôt et qui vont avoir la valise très très chargée. Ah, Je écoute, ne donne pas de nom. bah, écoute, pour prendre du plaisir, effectivement, vous pouvez me passer un petit coucou sur sexshopgay.com. Voilà. Et ça marche, ça va Et les ça affaires continue à marcher Ouais. tranquillement, effectivement. Ça fait son petit bonhomme de chemin, oui. Merci, Gwenaël. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On passe tout à fait à autre chose avec Cyril, la minute pop. Alors, il paraît que, et là on va redevenir un peu sérieux, Lady Gaga, je ne savais pas, elle est atteinte d'une maladie chronique. Est-ce qu'elle va annuler toutes ses tournées ou est-ce qu'elle va s'en sortir? Oui, alors c'est difficile quand même d'enchaîner après ça, hein, parce Oui. que là je suis encore ailleurs. Là. Je me projette un petit peu dans l'avenir et j'avoue que ça donne envie de pratiquer hein, tout ça, voilà. Je dirais pas dans quel sens. Bon, mais- on peut faire ça après l'émission, mais tout de suite, Lady. Donc, bah oui, non mais là, en plus la nouvelle est tombée aujourd'hui. Non. Parce que je sais que je t'ai envoyé les titres hier, Effectivement, mais ouais. oui, la mauvaise nouvelle est tombée aujourd'hui. Donc, puisque Lady Gaga vient d'annoncer le report de la partie européenne de sa tournée Joanne World Tour, qu'elle avait commencé il y a quelques semaines à peine, et qui devait passer à Paris, Bercy, enfin on dit Accor Hotel Arena maintenant, les 6 et 7 octobre prochains. Donc les deux spectacles sont reportés. Lady Gaga serait atteinte de fortes douleurs dues à une fibromyalgie. Fibromyalgie. Voilà, alors notre médecin va peut-être nous éclairer Ouais, sur très ce qu'est cette mystérieuse maladie. Bah, en fait, on ne sait pas tellement. Ça fait partie de ces maladies où bon, moi j'ai des personnes autour de moi qui l'ont et donc c'est pas des simulations, elles ont vraiment mal, mais on ne sait pas très bien à quoi c'est dû. Elles sont extrêmement difficiles à traiter. Des douleurs. C'est des douleurs musculaires. Musculaires, oui. Ouais. Myalgie, donc Qui c'est se le- rapproche c'est le un muscle. peu à la myopathie, non? Et non. On ne sait pas très bien quelle est l'origine de ces douleurs, s'il y a une composante psychologique aussi. Et en général, les traitements qu'on donne sont des traitements assez costauds qui sont assez invalidants en fait. Donc c'est possible que si vraiment elle a très mal et qu'elle doit se faire traiter pour ça, elle ne soit pas dans la meilleure forme pour son concert. Bah, là, elle a prévu de toute façon 7 semaines d'arrêt. Et effectivement, c'est une maladie qui est assez mystérieuse et mal comprise, hein, si j'ai bien situé. Tout à fait. Donc voilà, plusieurs semaines de repos forcé. Les concerts qui étaient prévus en Europe seront reportés au début de l'année 2018. Les fans sont priés de garder leurs billets pour ces nouvelles dates qui seront annoncées prochainement. On ne sait pas encore s'il y aura des possibilités de remboursement. Évidemment, on souhaite tous nos voeux de rétablissement à la chanteuse. Oui, de toute façon, même si elle arrivait un jour à disparaître, on va demander à Isabelle de passer un de ses morceaux, peut-être le plus tard possible, non? Bah J'aime oui. bien l'idée. T'es pas fan du tout de Non, Lady si, Gaga. si, moi j'aime bien, sincèrement. Isabelle, tu aimes bien? Oh bah Lady oui, elle a fait Ouais. des choses bien, oui. Bon, on va lui Oui. souhaiter un bon rétablissement, danse. oui. Ouais. Bah bien sûr. On on pourrait le l'inviter, un de ces quatre. Oui, bah là, Je pense que tu t'en chargeras. parce elle que va bon- avoir le temps Ouais, elle va avoir le temps. pendant sa convalescence. Voilà. Whitney Houston, alors, dans un documentaire, elle révèle son homosexualité. Elle révèle plus grand chose malheureusement, hein, Oui. mais Et on avec révèle son pour elle. assistante. Voilà, avec son assistante, absolument, enfin qui était aussi sa meilleure amie. Je vais vous raconter ça. Donc c'est un documentaire hein, qui la remet un peu dans l'actualité. Ça s'appelle Whitney Can I Be Me, qui a été diffusé aux États-Unis sur la chaîne Showtime et qui est sorti même au cinéma en Angleterre. Donc c'est un film qui fait grand bruit puisqu'il revient notamment sur sa relation homosexuelle, alors supposée du temps de son vivant, mais enfin qui est quand même assez clair hein, quand on voit le film, assez confirmé par les nombreux témoins, avec son amie d'enfance qui est devenue ensuite son assistante personnelle et qui s'appelait Robin Crawford.
Alors, c'est un documentaire vraiment fascinant. Moi, je suis un fan inconditionnel de Whitney Houston. Mais même quand on n'est pas fan, je veux dire, c'est quand même un documentaire très, très prenant. Il a de nombreuses images d'archives inédites qui ont été tournées, notamment pendant sa tournée mondiale de 99. Et ce qui est frappant, c'est le comportement de la star, qui est souvent totalement irrationnel. Elle a des mimiques vraiment très étranges. On la voit grimaçante, on la voit nerveuse, jamais très apaisée, à l'opposé de l'image de diva très propre qu'elle renvoie dans ses clips. C'est un film qui dresse le portrait d'une femme vacillante, Oui. telle une flamme prise dans la tempête d'une vie trop mouvementée. Voilà, il faut dire que contrairement aux idées reçues, et même si Whitney est née dans une famille d'artistes, c'est la fille de la chanteuse de gospel Cissy Houston et la nièce d'une autre chanteuse soul, Dionne Warwick, elle vient de Newark dans le New Jersey et qui est un quartier plutôt ghetto. On apprend ainsi que ses frères commençaient à se droguer à l'héroïne dès l'âge de 10 ans. Et que ce sont eux qui ont initié Whitney aux substances illicites dès la fin de son adolescence. C'est pas son mari, là, Chris Brown? Alors non, c'est ce que je croyais aussi, mais je vais y venir. Mais effectivement, ce qu'on apprend en premier par rapport à son rapport à la drogue, c'est ça, c'est que c'est vraiment un truc familial. En fait, ils étaient tous plus ou moins dealers, plus ou moins drogués, mais dans un mode festif. C'est-à-dire qu'au début, elle prend de la coke essentiellement pour sortir en boîte, et puis ça s'arrête là. Et Ouais. à côté de ça, elle a une vie très religieuse, parce que ça, c'est un peu l'un des points très importants aussi, c'est que sur le paradoxe de ces familles black américaines, c'est que d'un côté, il y a la religion qui est hyper présente, et puis de l'autre, ils font un peu n'importe quoi. Donc c'est clairement un des sujets forts du film, l'addiction à la drogue. Tu le disais, voilà, on pensait tous que c'était Bobby Brown en fait qui l'avait entraîné, mais en fait ce qu'on se comprend, c'est que c'était vraiment de la codépendance, c'est-à-dire que les deux se sont entraînés dans les addictions. Lui au départ c'était plus l'alcool, elle c'était plus la coke, et en fait les deux, ça s'est mutualisé quand ils se sont mariés en 92. En fait, ce qui est vrai, c'est qu'au moment où Whitney a explosé, justement à la début des années 90, elle a déjà commencé sa carrière dans les années 80, mais dans les années 90, c'était vraiment succès planétaire. Bobby Brown est devenu très jaloux de son succès, puisque lui, dans sa propre carrière musicale, n'arrivait pas à se hisser à son niveau. Donc c'est elle qui s'est abaissée en fait à son niveau à lui, en se laissant sombrer. C'était une relation très tumultueuse qui a duré quand même jusqu'en 2007, où ils ont fini par divorcer, mais bon, elle s'en est jamais vraiment remis. Parmi les témoins dans le film, il y a notamment le garde du corps de Whitney, qui est quand même celui qui a inspiré le film, l'histoire du film. Voilà, alors il n'y avait pas eu d'histoire d'amour, mais au niveau du rapport qu'ils ont eu, c'est-à-dire au début, elle ne voulait pas de lui, etc., parce que c'était un mec très strict, le service secret anglais, tout ça. Et son garde du corps avait alerté l'entourage de la star, enfin les producteurs, etc. En 1995, il avait établi un rapport, mais ce qui lui a valu d'être remercié au lieu de provoquer la réaction souhaitée qui aurait pu la remettre sur le droit chemin, puisqu'elle a quand même fait une overdose en plein milieu du tournage de son deuxième film, qui était la femme du pasteur. En fait, ce qu'on comprend, c'est que la famille ultra-religieuse et conservatrice a toujours nié et minimisé les problèmes d'addiction, soucieuse de préserver le mariage avec Bobby Brown plutôt que sa relation homosexuelle avec Robin. Parce qu'en fait, c'était au moment où juste avant de se marier avec Bobby Brown, on commençait à entendre des rumeurs, mais partout dans le milieu de la musique, les programmateurs, etc. Il y a plein de gens qui disaient, mais c'est qui cette fille alors, elle est homo et tout ça. Et donc finalement, le mariage a un peu éloigné les soupçons, mais la famille était très au courant de ça, de la relation avec Robin, et a voulu vraiment taire cet aspect de sa vie. C'est un peu l'autre grande révélation du film, puisque pendant des années, jusqu'en 2000, Robin Crawford partageait la vie de Whitney en parallèle de celle qu'elle menait avec Bobby Brown. Ils formaient quasiment un couple à trois. Elle était d'ailleurs directrice artistique de sa tournée, et pour pouvoir parler à Whitney Houston, il fallait passer par Robin. C'était vraiment un arrangement qu'elle avait avec Bobby Brown qui était parfaitement au courant. Alors, ils se détestaient cordialement, mais c'est ça qui a été le point final d'ailleurs de sa relation avec Robin, c'est la mésentente avec Bobby Brown, qui en 2000 a été fatale. Enfin, ils ne se sont plus parlé. Et on pense que son silence a été acheté, en fait, puisqu'elle ne se serait pas revue jusqu'à sa mort, et que Robin n'a jamais parlé dans la presse de ses relations avec Whitney Houston. Mais c'était une des seules personnes qui était capable de la canaliser, de lui offrir
un espace de paix. Et même Bobby Brown, qui pourtant l'a détesté, confiera après la mort de Whitney en 2012, le 11 février 2012, que si la famille avait pu accepter Robin, elle serait peut-être encore là aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc c'est un documentaire, je disais, vraiment à voir pour tout le monde. À voir où est-ce qu'on peut le voir Je vais y venir. C'est l'occasion aussi de se rappeler à quel point Whitney Houston avait une voix unique, parce que là on parle que de problèmes de drogue, d'homosexualité, mais c'est quand même une immense chanteuse, et ça on le voit aussi dans le film à travers des performances inoubliables, et c'est vraiment l'histoire d'un terrible gâchis, et la preuve que malgré les millions, on ne peut pas retenir quelqu'un qui a décidé de sa propre perte. Ouais. Moi, ce que je retiens, c'est qu'une fois de plus, comme beaucoup de problèmes de notre société, c'est la religion qui est la principale cause de sa déchéance. Et que cette culture noire américaine, baignée dans la culpabilité catholique, a préféré voir sa petite princesse pop sombrer plutôt que d'assumer qui elle était vraiment. Voilà. On va le voir le film, alors en France, déjà au festival Chéri Chéri, bien entendu, du 14 au 21 novembre. Festival que tu présides. Par exemple. Donc ce sera vraiment la première diffusion, et puis après il y aura aussi un DVD. Je peux pas passer un message. Je suis à la recherche d'un assistant, donc s'il y a des gens qui peuvent tendre l'oreille, parce qu'il y a de plus en plus de travail, donc je suis preneur. Pour finir, un assistant quoi pour des personnels massages, pour m'aider à organiser l'émission. Eric, alors un producteur assez connu, bien connu même, assume tardivement sa bisexualité. Alors, j'aurais dû te prévenir, mais en fait, comme je l'ai fait très long avant, je me suis dit, on va le garder pour la semaine prochaine, si ça t'embête pas. Non, c'est tout de suite. Mais je peux pas le faire, je suis pas préparé. Bon, c'était la dernière de Cyril. Merci. Mais on a fait pas mal sur Whitney, en fait. Ouais. Juste une question. Tout l'été, sur ton Facebook, il y a eu ce fil rouge de Justin Bieber est-il gay ? Ah bah voilà, très bien. Comme ça, on peut encore broder un peu la minute pop. Tu n'auras pas un problème de timing. C'est son fantasme, Justin Bieber, parce que... c'est le fantasme de tout le monde autour de la table, j'en suis sûr. Gwenaël. Pas vraiment. Non, désolé, non. Ah merde, j'ai pas de chance alors, sur ce coup-là. Le seul non. Voilà. Oui, c'est le seul non, parce que je suis sûr qu'Eric Garnier aussi fantasme sur plus il y a d'homosexuels, plus je suis pas mécontent. Oui. Et alors Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a une relation extrêmement ambiguë avec son pasteur. Pasteur ? Oui, son pasteur, voilà, qu'il a soi-disant remis dans le droit chemin. Enfin, voilà, on les a vus quand même dans des poses extrêmement suggestives sur des photos il a quel âge, son pasteur ? Alors, son pasteur, c'est un peu un Big Jim. Hein. C'est un, il doit avoir un mec. Eric. Non, pas du tout. Non, Eric. Il a la trentaine, il est bodybuildé vraiment comme un mec qui. C'est pas tout carrément. à fait voilà, oui, c'est pas du tout le pasteur comme on peut se l'imaginer. Il est célibataire parce qu'on peut se marier en tant que pasteur. Mais il est et pas marié. il est il est marié, mais enfin bon. Je l'ai juste sur une petite aparté parce que c'est vrai qu'il y a très rapidement. Mais on dit souvent que c'est pas important de savoir si les stars sont gays ou pas gays. Je suis absolument pas d'accord avec ça parce que c'est hyper important d'avoir des modèles, d'avoir des gens qui soient visibles, et c'est trop facile quand on est une star protégée, etc., de se dire oh mais ma vie privée ça regarde que moi, etc., parce que ça arrange tout le monde, c'est facile de se protéger derrière ça. Alors tu as vu, Eric, pendant que toi tu lis plein de livres, eh bien notre ami Cyril s'intéresse aux pop stars. C'est vrai, comment tu fais pour savoir tout ça? Donc tu lis beaucoup, tu déjà t'intéresses Justin un Bieber, peu. je le poursuis puisque je suis quand même allé cette année en Angleterre et au Carrément. Portugal. Oui, Tu peux obtenir une interview. Et ben voilà, la prochaine fois, interview pour Homo Micro. Sincèrement, et moi j'aimerais bien me déguiser en pasteur. Merci, Cyril. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Notre fée qui va nous présenter la dernière pause musicale avant de passer à une chronique santé. Jusqu'à maintenant, ça va? Tout va bien, Isabelle? Oui, moi je pense qu'on pourrait faire l'émission avec Justin Bieber, enfin le même jour où on invite Lady Gaga. Ah, exactement, oui. Tout à l'heure, on avait dit qu'on invitait les deux. Bonne idée, bonne idée. Ça me semble tout à fait faisable. Bonne idée. Alors, il y a plein d'auditeurs et ceux qui nous regardent maintenant se posent la question, mais comment on explique qu'il n'y a que des hommes autour de cette table? Mais on peut rassurer les auditeurs et ceux qui nous regardent que très bientôt, nous aurons aussi des femmes. J'espère. J'espère, mais on en a régulièrement. Là, elles ne sont pas encore revenues depuis la rentrée. Mais oui, on essaye de les faire venir plus nombreuses. Tout à fait. Nous avons besoin de voix féminines et de points de vue féminins. Et rassure nos auditeurs, tu t'ennuies pas avec nous?
Mais non, bien sûr que non, Brahim. Comment pourrais-je m'ennuyer avec vous et surtout avec toi? Donc la dernière pause, Isabelle. Alors, pour la dernière pause musicale, on va s'intéresser au nouveau projet d'une jeune artiste que j'aime beaucoup et dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Camélia Jordana. Alors, après un très bon deuxième album réalisé avec Babix, après de nombreuses lectures-concerts toujours très réussis à la Maison de la Poésie à Paris, lieu que je vous conseille fortement d'ailleurs, après des apparitions au cinéma, elle monte un nouveau groupe appelé Lost, avec Laurent Barden, qui est un membre du groupe Ponyhawks. Pareil, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller y jeter une oreille. Alors, leur démarche est engagée et l'album se veut être le témoin de notre époque, d'où le nom du groupe, Lost, qui veut dire perdu en anglais. Donc, déjà, voilà, ça commence bien. Laurent Barden compose la musique, Camélia Jordana écrit les paroles et je vous laisse écouter les textes du premier titre issu de l'album qui sont effectivement très politiques. Ça s'appelle Fi 3 Lémi, mon drapeau. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Après avoir écouté tout à l'heure Gwenaël, L'Empire du Mal, Cyril, La Minute, Pop, Éric Garnier, C'est à lire, tout de suite c'est le moment de tendre l'oreille, c'est le retour de Fabien, prends garde à toi. Alors, peut-on croire son médecin? Et là, beaucoup de gens le pensent et le disent. Et les autorités ne sont-ils pas achetés par les labos? Beaucoup le pensent aussi. Alors, Fabien, sur quoi repose leur connaissance? On aimerait un peu ton éclairage à ce niveau-là. Oui, alors en préambule, quand même, c'est important de vous dire en deux mots que j'ai moi-même des activités dans l'industrie pharmaceutique. Donc, oui. Tout ce que je vais dire, bonjour, le conflit d'intérêts. Alors, non, en fait, il faut le déclarer, simplement, je vous le dis. Après, vous me croyez pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais dans mes différentes activités associatives, industrielles, j'ai aussi effectivement une activité industrielle. Mais c'est un sujet qu'on a souvent abordé ici avec beaucoup de questions. C'est dommage qu'il n'y ait pas Sylvain autour de la table qui lui travaille à l'Agence du médicament et qui aurait pu compléter probablement cette chronique. Alors déjà, sur quoi reposent les connaissances de vos médecins, vos pharmaciens et puis de façon générale les experts qui sont consultés par l'Agence du médicament, qui permettent d'avoir des médicaments sur le marché, etc. On va dire globalement trois sources de connaissances. La première, c'est les études cliniques, c'est-à-dire que c'est les études qui sont faites dans les hôpitaux pour connaître un médicament avant de le mettre sur le marché. On va le tester chez d'abord des animaux, puis ensuite chez des malades. Je vous passe les différentes étapes. C'est assez compliqué, il faut plusieurs années, souvent plus de 10 ans, et pour après avoir un médicament qui est sur le marché. Donc ça, ces études-là, c'est la première source de connaissances de vos médecins et de l'Agence du médicament. La deuxième source de connaissance des médicaments, ça va être sur ce qu'on appelle la pharmacovigilance, c'est-à-dire sur toutes les données qui sortent une fois que le médicament est sur le marché. Une fois que les gens l'utilisent, il y a plein de choses qu'on ne savait pas. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il est dangereux pour la femme enceinte, pour le nouveau-né, etc. Évidemment que dans les études cliniques, il n'y en a quasiment pas des femmes enceintes, donc on ne sait pas. Et ça, c'est toutes les données qu'on dit de vraie vie, de vie réelle, qui vont permettre d'avoir des informations complémentaires. Et puis la troisième source d'information, ça va être ce qu'on appelle les avis d'experts. C'est-à-dire qu'il y a des grands professeurs qui travaillent pas spécialement sur ce médicament, mais qui voient des malades, qui vont dans des boards de discussion, qui sont impliqués dans toutes les études cliniques dont je viens de vous parler, et qui donc ont un regard assez aiguisé de ce qu'on sait de ce médicament, et qui sont également consultés par l'Agence du médicament, par les médecins, par les pharmaciens, qui parlent dans les symposiums, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur les études de ces médicaments Alors, donc je vous ai dit première source d'information, les études cliniques. Les études cliniques, je pense qu'il n'y a pas de... Alors, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème majeur avec les études cliniques parce qu'elles sont faites selon des critères qui sont extrêmement rigoureux, qui sont des critères déterminés avec la FDA aux États-Unis, avec l'Agence européenne en Europe. Ces études sont montées évidemment par les labos, mais ce n'est pas les labos ne voient pas de malades. Elles sont faites avec les médecins dans tous les hôpitaux, en général, il y a 30-40 pays qui sont impliqués pour les études et avec des grands professeurs de tous ces pays-là. Donc, et les règles de méthodologie sont draconiennes. Donc, on peut discuter sur la façon dont les études sont présentées après. Donc, ça, je pourrais vous en dire un mot dans quelques secondes. Mais les études en elles-mêmes sont en général bien faites, fiables. Et je ne pense pas qu'il y ait de problème majeur sur ces études. Et alors, les données dans la vraie vie, c'est quoi exactement? Alors, les données dans la vraie vie, c'est un peu différent parce que ça dépend si les médecins qu'on voit, nous, tous les jours, font aussi bien leur travail. C'est-à-dire que... Et les pharmaciens...
il faut vraiment, et nous en tant que laboratoire en tout cas, on insiste beaucoup pour que les médecins remontent systématiquement tout effet secondaire qu'ils verraient avec un médicament, toute femme qui tomberait enceinte avec un médicament, il faut le déclarer, etc. Et maintenant, c'est assez récent et je pense que c'est une très bonne chose, il y a possibilité en tant que patient, nous-mêmes, d'aller sur le site de l'Agence du médicament et de déclarer son propre vécu sur le médicament. Donc toutes ces données-là sont colligées, elles sont obligatoirement remises à l'Agence du médicament en Europe, aux États-Unis. Et c'est fait parce que sinon c'est des amendes qui sont colossales. Alors il y a l'affaire Servier que je ne développerai pas aujourd'hui, mais honnêtement c'est plus à l'image de la façon de travailler de l'industrie pharmaceutique. Et globalement, ces données de pharmacovigilance, elles sont largement partagées avec les agences, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis. Et les avis des experts, est-ce qu'ils sont objectifs ? Alors, c'est le point qui est le plus controversé. Les avis des experts, c'est vrai que souvent, on voudrait qu'il y ait des experts qui ne soient avec aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Et l'Agence du médicament, les grandes instances qui discutent des médicaments recherchent des experts qui sont sans aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Ce qui est un peu compliqué parce que c'est les mêmes médecins qui vont pouvoir voir les malades et faire les études cliniques. C'est les mêmes médecins qui sont sollicités par les laboratoires pour parler dans les symposiums, je vous en dirai un mot. Et si on a un médecin qui n'est plus consulté par les industriels, qui ne parle plus nulle part, qui ne fait plus partie du board et qui n'inclut plus dans les études, c'est difficile qu'il garde ce niveau d'expertise. Donc c'est un peu là-dessus que les autorités ont du mal, c'est de trouver des experts qui gardent encore toute leur légitimité en tant qu'experts, tout en ayant une indépendance aussi forte que possible par rapport à l'industrie pharmaceutique. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est de déclarer l'ensemble de leurs liens d'intérêt avec l'industrie, c'est-à-dire exactement ce qu'ils font. C'est pas juste j'ai travaillé avec tel laboratoire, mais c'est qu'est-ce que j'y ai fait. Est-ce que j'étais membre d'un board? Est-ce que j'ai parlé dans un sympo? Est-ce que j'étais le directeur principal d'une étude clinique qui a été menée? Et de façon à ce que... Combien j'ai touché à chaque fois, bien sûr, et l'argent touché. Alors, c'est même le problème majeur. J'ai un petit signe d'un collègue là qui me dit l'argent touché. C'est évidemment tout l'argent qui est lié à ça. Et ensuite, les autorités vont voir si il est consultable ou non consultable sur tel ou tel projet. Par exemple, si jamais on discute de donner l'autorisation de mise sur le marché sur un médicament, on ne va pas prendre comme expert le médecin principal qui a mené l'étude clinique. Parce que même s'il est super, ce médecin, on peut penser qu'il a tellement travaillé sur ce médicament avec le laboratoire que c'est peut-être pas le plus indépendant. Donc il va y avoir quelques règles comme ça qui vont être posées. Un dernier mot par rapport au symposium. Parce que beaucoup de vos médecins que vous consultez ont leur information en allant dans des sympos qui sont organisés par les laboratoires pharmaceutiques. Dans ces laboratoires pharmaceutiques, c'est les experts qui parlent. Excuse-moi, est-ce que je définis ce qu'est un symposium? Un symposium, c'est une grande réunion scientifique qui a lieu, que les laboratoires organisent le soir dans différentes villes en France, de façon à informer les médecins sur un état de connaissance par rapport à une pathologie donnée. Alors, l'intérêt du laboratoire, ça va être et je ne pense pas que ce soit répréhensible en soi, ça va être de montrer chez quel profil de malade les médicaments qu'ils vendent sont le plus légitimes. C'est-à-dire que le laboratoire veut vendre des médicaments, hein, on est tous clairs avec ça. Mais leur intérêt au cours de ce type de réunion, ça va être de montrer quel est le meilleur patient pour ce type de médicament, de façon à pouvoir favoriser l'image de son médicament sur ce patient-là et être prescrit sur ce patient-là. Je pense que ce soit vos médecins ou les gens qui y parlent, l'important c'est qu'ils aillent dans différents symposiums, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir différents angles et qu'ils aient les regards de toutes les firmes pharmaceutiques travaillant sur telle ou telle pathologie. À partir du moment où un expert parle pour tous les laboratoires pharmaceutiques, certes, ils gagnent beaucoup d'argent, alors ça c'est un autre débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je suis tout à fait ouvert à la discussion là-dessus. Mais comme il parle pour tout le monde, il n'est pas forcément avec un regard biaisé parce qu'il n'est pas plus pour un que pour l'autre.
Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'était un sujet qu'on a abordé plusieurs fois ici, qui fait vraiment débat. Il y a une position aujourd'hui qui est compliquée, même de la ministre de la Santé, qui a bien conscience que c'est difficile d'avoir des experts qui soient complètement sans aucun contact avec l'industrie et que c'est probablement pas complètement souhaitable. Le plus important étant de cadrer ces liens et de bien les documenter. Merci Fabien. Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. Avant de terminer, je voudrais vous poser une question. Qui aime le café autour de cette table? Oui, beaucoup. Cyril? Pas du tout. Pas du tout pour Le matin, Gwenaëlle. moi j'en bois Ouais. 1 litre. Et toi, Fabien? Eh ben moi, je m'y suis mis récemment parce que j'ai trouvé qu'on était plus pertinent après avoir bu du Ouais. café. Ah C'est oui, pas c'est une vrai. blague. Hein. Comment ça, pertinent? Mais oui, je C'est-à-dire trouve quoi que je suis plus vif et que j'ai réagi plus vite, plus à propos quand j'ai bu du café. Tu vas voir après ce qui va se passer après. Ça peut peut-être t'intéresser. On va demander aussi à Isabelle. Le café, tu aimes bien en général? Alors j'aime moins la boisson café que tout ce qui est au café. Ah ouais, Ce tout qui ce est qui est au au café, café, j'aime ouais. beaucoup. Oui. Est-ce que vous aimez bien la Genève, en Suisse? La ville de Genève, en Très Suisse. très belle ville, magnifique. Très oui. belle ville, oui. Je Bon, sais moi, pas, je je connais sens pas. le piège. Ouais. Gwenaëlle? Ouais, où est-ce Oui. qu'il nous emmène là? Moi, je Eric. ne connais pas. Non. Et toi, Oui, Fabien? oui, j'aime beaucoup. Il le connaît, Genève. il voyage beaucoup, Fabien. J'ai découvert avant cet été, j'ai appris, mais j'aurai l'occasion d'y aller. Il y a un café Pipe qui est ouvert à Genève. On peut aller Pipe prendre, oui, Pipe. C'est-à-dire qu'on peut aller prendre le café et en même temps, après, se faire tailler On, une pipe. on fume une bonne pipe, Ça, c'est ça? oui, non. Non, une véritable pipe, sincèrement. Mais profonde C'est ou- vrai, non, mais comme on veut. Ah, il faut s'entraîner à gorge profonde alors. Oui, donc. comme nous le disait tout à l'heure, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, donc j'aurai l'occasion un jour d'interviewer ceux qui tiennent ce café-là, et certainement en allant voyager. Mais c'est sérieux? Ah, non, c'est vraiment sérieux. Avant d'aller au boulot, il y a plein de gens qui passent par ce Au lieu d'aller ce boire un café. petit vin blanc sur le zinc, on Plutôt va le faire- café. Alors, est-ce que ça te rend plus pertinent, d'après toi, si tu as une petite pipe le matin? Oui, Est-ce que ça- justement. Ça n'a pas du tout le même effet. Non, mais je Fabien. vous assure que le café, j'ai toujours pensé que c'était dans la tête, ce truc un peu psychoactif du café. C'est vrai. Et, non, ça Bah, marche. c'est comme la vachement cocaïne. bien, hein. hein. Oui, alors je sais pas si c'est comme la cocaïne. Tiens, il y T'as a des raison, rires je vais dans essayer la Ah, cocaïne. mais salle. c'est pas très éloigné quand même. Isabelle, Pardon. un café pipe, tu es tentée? J'ai envie de garder le silence là. Aussi, Ibrahim. Encore. Qu'est-ce que silence tu as profond. retenu de bien ce soir dans cette émission, Isabelle? Qu'est-ce que j'ai retenu de bien ce soir dans cette émission? Si que Lady Gaga souffrait de fibromyalgie, Ouais, la ouais. pauvre. Fibromyalgie. Fibromyalgie, oui. Et voilà. Je suis très triste pour Je elle. vais vous faire Ouais. la chronique sur la Comment ça fibromyalgie. s'attrape, une fibromyalgie? Ah, ça ne Ça s'attrape s'attrape pas. pas. Ah. En fait, on ne sait pas complètement l'origine, mais c'est pas infectieux. Donc ça ne s'attrape pas. On la Isabelle, développe. Tu peux J'ai nous j'ai trouvé la musique très bien aussi. Ouais. Tu peux nous dire, Isabelle, comment on est diffusé et où un peu, en nous parlant de tous les réseaux sociaux où nous sommes aujourd'hui visibles? Bah, déjà, nous sommes diffusés sur Radio Fréquence Paris Pluriel Oui. en direct tous les lundis soirs de 20h30 à 21h sur 106.3 et en streaming sur leur site. Ensuite, on retrouve le podcast sur notre site quand il marche. Oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ce qui va être très vite rectifié. Et ce podcast est relayé sur iTunes, sur l'équivalent pour les portables Android, et maintenant sur YouTube Ouais. également. Grâce à Daniel Et on qui, nous retrouve, oui, grâce à Daniel. qui et nous filme. Oui. on nous retrouve après effectivement sur Facebook, sur Twitter. Il faut nous liker, nous partager, nous tweeter, retweeter, etc., etc. Sur un autre aussi support où on est visible, le nom Deezer, m'échappe. au hasard 10 heures. Pardon, oui, mais Oui. bien sûr, Oui. bien sûr. Et comment On est aussi, le podcast est disponible sur Deezer et sur Deezer et Spotify, vous retrouvez aussi la playlist, la programmation musicale d'Homo Micro. Donc. Merci Isabelle. Sur Alors, Eric, Garçon Magazine aussi, non? oui, L'émission on n'est est pas- effectivement, on est Et en comment on partenariat fait avec Garçon Magazine et aussi on est en partenariat avec Pink TV. Nous sommes visibles donc sur le Comment on site fait de... pour aller sur YouTube? On fait quoi? Homo Micro? YouTube, Homo Micro? Qu'est-ce Ouais, qu'on fait? tout à fait. YouTube au micro et tout de suite. Tu n'as pas encore eu l'occasion de visionner l'émission? Alors si, mais je pense que Isabelle avait dû mettre le lien sans Ouais. avoir à aller sur YouTube. Je ne sais pas. mais On enfin, va oui. t'expliquer ça Oui, c'est vrai pendant que le générique. C'est pas ma Ouais. génération. Bonnes vacances, Eric. Merci d'avoir Merci, participé à l'émission et à très vite. Tu auras l'occasion d'intervenir Bah, 2-3 fois. Donc, En depuis- direct des Comores, Ouais, oui, oui. j'espère. Au revoir, Fabien. Mm. Au revoir à tous. À dans Au revoir, 15 jours. Cyril. Ah bah, ouais.
Au revoir. Déjà, mais c'est vrai. À bientôt à toutes et à tous. À très vite, Daniel qui nous filme pour YouTube. Au revoir, Isabelle. Moi, ce soir, je vais rentrer tranquillement et certainement, je vais être invité à dîner. À Genève. Abou et Paul m'invitent à dîner ce soir. Ils sont juste en face. Oh, bah bonne fin de On vous soirée. embrasse et à très vite. Au revoir. Et pourquoi pas nous? Homo Micro.